Nixon Kambale, bonjour. Bonjour, monsieur Fabien. Directeur du Centre pour la gouvernance. Vous avez suivi l'info hier, les FARDC ont confirmé, avec preuve à l'appui, des soldats rwandais en appui au M23. Merci Fabien pour... Surpris? Bon, ce n'est pas une surprise parce que depuis toujours, on a cessé de stigmatiser ou de dénoncer cette insécurité quasi permanente sur les frontières de la RDC et des pays voisins, particulièrement le Rwanda, dans la zone évidemment, dans les territoires de Rutshuru. Et ce qui est arrivé aujourd'hui n'est pas différent de ce qu'on a vécu il y a de cela un mois, c'était en février que il y avait des attaques dans cette partie-là. Et on était encore ici, on a relevé évidemment ces semblants, donc cette hypocrisie qui a toujours caractérisé les États depuis d'ailleurs la signature de l'accord global et inclusif. Parce que parmi les obligations des États, c'était de ne pas permettre à ce que leur territoire serve de base arrière à des mouvements qui tenteraient de déstabiliser l'un ou l'autre pays. Mais là encore, c'est une preuve de plus que le pays de la région, pratiquement le Rwanda, n'a pas pu honorer ses engagements à cet égard-là, en permettant évidemment à ce que les membres des mouvements qui habitent, dont les membres se trouvent sur ce territoire, entreprennent des actes subversifs contre la République démocratique du Congo. Et nous pensons que le temps est venu pour la République démocratique du Congo d'en finir complètement, si du moins on peut prendre à compte la gravité de la situation que vient de poser les M23 par la situation qui prévaut dans la région, dans les territoires de Rutshuru depuis le matin d'hier. Karega, convoqué par le ministre Lutundula des Affaires étrangères, vous dites prendre la gravité, l'ampleur de la gravité de la situation. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Rupture diplomatique totale? Non, je ne pense pas que la rupture diplomatique soit la réponse à ce qui se passe dans la région de Rutshuru. Les États ont toujours eu des conflits armés, ça obligatoirement rompre les relations diplomatiques. Je crois ici, ce qu'il faut faire, c'est de répondre la meilleure défense à l'attaque. Comme il s'agit d'un mouvement bien identifié et dont on connaît les ramifications, il faut s'attaquer à ces mouvements-là et même si le soutien ne sait pas se présenter de manière ouverte ou à la place publique, il sera obligé de le faire dès lors que ce poulet sera malmené. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut agir. Donc l'option militaire, c'est l'option qui reste incontournable. C'est la seule option. C'est la seule option. Et on a toujours posé la question de savoir pourquoi à chaque attaque, la RDC s'est toujours montrée faible. Parce qu'on ne comprend pas... Les FARDC ont été surprises dans leur position au niveau de Tchanzo et de Runyonyi, après avoir récupéré autrefois les bastions du M23. Alors, ce mouvement, on sait que c'est un mouvement rwandais, il est venu attaquer la nuit, et c'est bien identifié les militaires rwandais. Alors, pourquoi vous parlez de la faiblesse? Quand est-ce que l'armée rwandaise a déjà battu l'armée congolaise sur le terrain? Non, Fabien, il faut dire ceci. Vous savez que cette situation perdure depuis février. Depuis février, on est dans cette situation-là. Le climat n'est pas favorable dans cette partie-là. Je suis revenu de Butembo au mois de février. Déjà à cette époque, on interdisait aux gens de passer Rougari à partir de 16 heures. Parce qu'il y avait des mouvements, des attaques dans la partie-là. Et que donc,
considérant ces attaques-là à répétition, naturellement, l'armée congolaise devrait rester en alerte. Et lorsqu'on dit qu'elle a été surprise, on peut bien se poser la question, qu'est-ce qui a justifié le relâchement de nos forces dans une zone qui pratiquement subissent des attaques depuis pratiquement février? Ce sont là évidemment des couacs qu'il faut chaque fois relever dans le fonctionnement de notre armée. Nous sommes dans une région ou une province sous état de siège. Et particulièrement le territoire de Rutshuru est objet des attaques à répétition de ce mouvement du M23. Alors, si aujourd'hui ce mouvement revient et on dit qu'il a surpris le FARDC, on peut se poser la question, finalement, c'est comment cette surprise s'est passée? Parce que la zone est objet des attaques, au moins les forces armées dans la contrée devaient rester en alerte et bien surveiller parce qu'à tout moment, ils savaient qu'à tout moment, ces malfrats pouvaient surgir. Et là, ils ont surgi et nous sommes obligés de riposter. Et nous pensons que la meilleure chose à faire, c'est de ne plus reculer et d'aller avec eux jusqu'au bout. Comme disait Mouzé Kabila à l'époque, de ramener la guerre d'où elle est venue. Si c'est possible. C'est ça que l'État congolais, c'est ce que le peuple congolais attend. Est-ce que le peuple est prêt à accompagner son armée? Le peuple de la partie orientale du pays, prenez depuis la défaite du M23. Quand on connaît ce que... Non, Fabien, prenez depuis la défaite du M23. Vous avez vu la population se mobiliser, amener à manger aux forces d'armée, amener de l'eau aux forces d'armée. Donc pour dire que la population de la partie orientale est mobilisée. Souvenez-vous à 2004, je m'abuse, juillet 2004, lorsque l'OPRA l'a vu de Bukavu, quelle a été la réaction? C'est la mobilisation des populations de Kivu qui a amené à ce que toute la République se mobilise pour dire non à cette aventure. C'est le moment. Pourquoi ne pas rééditer les meilleures actions qu'on a faites dans l'histoire récente du pays? On termine par cette question. L'activisme du M23, donc de l'armée rwandaise, contre les FARDC pour les pillages, est-ce que ça a des corrélations avec les conséquences, les mesures prises par Washington contre les raffineurs dans les deux pays et d'autres sociétés qui sont impliquées dans le commerce illicite de l'or du Congo? Ça, c'est aussi une des conséquences de la tentative de normalisation des relations dans la région des Grands Lacs. Je vous disais l'autre fois ici que la RDC a un président qui n'a pas été impliqué d'une manière ou d'une autre dans ce qu'on a vécu dans les déstabilisations du pays depuis 20 ans. Et que sa présence à la tête de la RDC donnait d'autres possibilités de trouver des solutions à des questions qui n'ont pas été traitées depuis lors. Mais il s'est fait qu'aujourd'hui, le président de la RDC est vraiment à face de lui de gens qui ne font que poursuivre leur objectif belliqueux. Ça veut dire, et fondé sur quoi? L'exploitation éhontée des richesses de la RDC. Et à ce titre-là, on ne doit pas aller avec ce genre de personnes de la même manière. Il faut y aller avec toute une batterie d'actions. C'est là à des paliers de la petite, donc de la phase de négociation, jusqu'à la phase de belligérance. Et aujourd'hui, étant donné que toutes les voies mises à place, toutes les options devaient arriver de manière pacifique à la résolution des problèmes et a échoué, la seule voie qui reste aujourd'hui, c'est la voie de la belligérance officielle.
Si on arrive à ça, évidemment, et ceux-là qui sont accusés en interne comme en externe de l'exploitation illégale des ressources, seront évidemment emballés dans cette vague-là. Et ce sera la manière la plus définitive de mettre fin à cette situation. Agir autrement, ça sera pérenniser les attaques dans cette partie et faire souffrir inutilement la population. Nixon Kambale, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre pour la gouvernance. L'option militaire a toujours été, depuis quelques années, votre proposition, sans pour autant exclure la diplomatie et le volet économique dans la partie orientale du pays. Merci, vous restez constant, surtout prévenant. Vous êtes notable du Grand Nord, du Nord Kivu. Très bonne journée. Merci. Nous allons prendre, vous pouvez attendre, nous allons prendre les dessous des cartes maintenant avant de jeter l'encre sur ce qui se passe chez nous, en Afrique et dans le monde. C'est en quelque sorte l'éditorial Télé 50.